Depuis 1945, les États-Unis sont le premier exportateur de culture au monde, que ce soit la musique, le cinéma, la télévision ainsi que l'animation. C'est-à-dire que pendant 60 piges, aucun pays n'a réussi à concurrencer Hollywood sur son propre territoire. Même pas l'Europe, même pas l'Inde, même pas la Corée. Par contre, il y a un seul pays qui a réussi à le faire. Et il ne l'a pas fait avec des films à 200 millions de dollars, ni avec des stars mondiales, ni avec une stratégie d'exportation. Il a fait avec des dessins animés. Et ce pays-là, c'est le Japon. Et la première fissure dans la domination culturelle américaine ne viendrait pas du cinéma, elle viendrait de l'animation. L'animé n'a pas conquis l'Amérique par la grande porte, il a infiltré par des failles que Hollywood avait lui-même créées. Et pour comprendre pourquoi ces failles existaient, il faut remonter à très loin. Pas à Crunchyroll, pas à Dragon Ball Z sur Cartoon Network, il faut remonter à un enfant japonais de 10 ans dans les années 40 qui regardait Bambi pour la 20e fois. Alors pour remettre un peu de contexte, on est au Japon dans les années 40 et un enfant regarde Bambi encore et encore. Son nom c'est Osamu Tezuka et il voit ce film plus de 80 fois. Et ce n'est pas de l'obsession en fait, c'est de la formation parce que Tezuka regarde les grands yeux de Bambi ainsi que la fluidité des mouvements, la façon dont Disney raconte une histoire en images sans jamais s'excuser de vouloir émouvoir. Et Osamu en fait il décide que c'est ça qu'il veut faire, mais à sa façon, avec sa culture, ses références, l'esthétique japonaise. Ce qu'il invente dans ses mangas des années 1950 va devenir le langage visuel de toute l'animation japonaise. Les grands yeux expressifs, directement inspirés de Bambi et de Mickey, les récits continuent sur des dizaines de chapitres, des personnages qui meurent, des fins qui ne sont pas heureuses. Une ambiguïté morale que Disney n'osait pas encore. Et je vais faire une petite précision pour ceux qui ne le savent pas, mais le manga en fait c'est la bande dessinée japonaise. Et l'animé, c'est l'animation. C'est le manga qui crée l'histoire et c'est l'animé qui la met en mouvement. Tezuka a révolutionné les deux. Et le comble dans tout ça, c'est que l'animé est né d'une admiration pour Hollywood. Il finira par menacer ceux qui l'admiraient. C'est peut-être la revanche la plus élégante de l'histoire de la culture pop. Et ce qui va se passer, c'est que Tezuka va créer le manga Astro Boy en 1952. Le manga Jungle Emperor, futur Kimba le Lion Blanc, dès 1950. Il fonde ensuite un studio d'animation, Mushi Productions. Et en 1963, il adapte Astro Boy en série animée. Et c'est le premier animé moderne. Le manga devient un mouvement. Et ce qui va se passer, c'est que NBC Enterprise va acheter les droits pour les distribuer en syndication aux États-Unis. Parce que quelque part la série marche et l'Amérique commence à la regarder. Et un peu plus tard en 64, Tezuka rencontre Walt Disney en personne. Ça s'est passé à la foire internationale de New York. Et Disney en fait lui dit qu'il est fan d'Astro Boy. Et il lui propose de bosser ensemble. L'admiration est mutuelle et ce qui pourrait dire que waouh, dès les années 60, ça y est, l'animé aurait pu être populaire aux États-Unis au même titre que les comics, etc., etc. Ça serait une version de la réalité très tentante et très charmante. Et pourtant, en quelques années, l'animé va disparaître des écrans américains. Pas à cause d'un complot, mais à cause en fait de quelque chose de plus banal et de plus dévastateur. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'animé n'a pas été tué aux États-Unis. En fait, il a été tout simplement oublié. Et c'est pire, parce que t'avais Astro Boy, t'avais Kimba, t'avais Gigantor, t'avais Speed Racer. Entre 63 et 70, plusieurs séries animées japonaises sont distribuées aux États-Unis. Et elles fonctionnent très bien. Mais les studios japonais n'ont pas l'infrastructure pour fournir du contenu en continu au marché américain. C'est-à-dire que chaque série est un événement isolé, négocié au cas par cas, sans stratégie d'export. Et dans le même temps, t'as l'industrie de l'animation américaine qui se structure. Hanna-Barbera, Filmation et surtout Disney. Ils produisent en masse pour les networks, et le contenu domestique est moins cher, il est plus facile à programmer et il ne nécessite ni doublage, ni négociation internationale, rien de tous ces détails-là. Aucune paperasse compliquée, machin. Vous connaissez les Américains, ils aiment aller droit au but, ils sont straightforward dans leur mentalité. Si c'est dispo et que ça fonctionne et qu'il y en a en masse, let's go, on y va. Et pour les directeurs de programme, le choix en fait il est simple. Pourquoi importer quand on peut produire sur place? Et il y a un problème culturel qui est beaucoup plus profond parce que l'animé de Tezuka, c'est des personnages qui meurent, des fins tragiques, une complexité morale, mais que la télévision américaine
pour les enfants refuse systématiquement. NBC avait imposé des restrictions sur Astro Boy, interdisant un épisode jugé trop violent, et pour Kimba, elle a exigé que le héros ne meure pas à la fin, et que les épisodes puissent être diffusés dans n'importe quel ordre. Donc non, l'anime ne correspond pas au format américain. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était différent. Et donc Hollywood. Ah au fait, quand je dis Hollywood, je fais référence à l'industrie de l'entertainment au cinéma. Et voilà. Tout se passe à Hollywood en fait, c'est le centre décisionnel, un peu comme on fait référence à la Silicon Valley lorsqu'on parle de tech, bah là c'est pareil. Donc je disais que Hollywood en fait n'a pas détruit l'anime, il a fait pire, c'est-à-dire qu'il a décidé que ça ne valait pas la peine de s'en occuper. Et c'est le réflexe d'un empire, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas à ce qui vient d'en bas. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on se fait infiltrer. Mais ce que personne ne réalise en 1970, c'est que bloquer un marché ne fait pas disparaître la demande. C'est-à-dire que la demande est toujours présente. La demande elle attend et elle cherche d'autres routes. Et la première route qu'elle trouve ne passe pas par l'Amérique. Je vais te laisser deviner par où est-ce qu'elle va passer. Je pense que c'est la fun fact que nous les geeks on aime bien ressortir comme ça en soirée. Ouais, tu sais que le deuxième pays qui consomme le plus d'animés, c'est nous. Alors, l'histoire entre l'animé et le drapeau bleu-blanc-rouge commence en France en juillet 1978 sur Antenne 2 dans l'émission Récréa 2. Pourquoi ? Parce que c'est le premier épisode de Goldorak. Et à l'époque, en fait, la direction de la chaîne n'était pas sûre que ça allait marcher parce que le dessin animé japonais était encore inconnu en France. Et ce qui est encore plus drôle dans cette histoire, c'est qu'on reconnaît grave la manière dont la mentalité française a opéré dans l'acquisition des droits. Regarde, les droits ont été achetés pour une raison qui est super simple, c'est juste parce que les Japonais les bradaient. C'est-à-dire que t'avais un directeur de prod, je sais pas, Gérard, on va l'appeler Gérard, il s'est dit « Attends, mais c'est pas cher ça. Ouais, attends, on prend, ouais, on achète. » En fait, à ce moment-là, les Japonais ne mesuraient pas réellement ce qu'ils vendaient. Parce que pour eux, l'export, si tu veux, c'était un revenu secondaire. Pour eux, le vrai marché, le marché principal des Japonais, c'est le Japon. Logique. Et à ce moment-là, Goldorak devient une addiction nationale. Et en 3 saisons, une génération entière de France se construit autour d'un robot spatial japonais. Les cours de récréation, les cartables, les discussions. Puis en 1987, le Club Dorothée arrive sur TF1. Disons, elle a accompagné toute une génération, il y a trop d'affection. T'as l'impression que vraiment pour toute une génération, Dorothée c'est une tantine, c'est une tata, c'est une maman adoptive, tu vois. Et AB Productions va acheter en masse, c'est la liste est non exhaustive. Il y aura Dragon Ball, il y aura les Chevaliers du Zodiac, il y aura Sailor Moon, il y aura Nicky Larson, il y aura des centaines d'heures d'animé chaque semaine sur la première chaîne de France. Et d'ailleurs, Akira Toriyama, rest in peace, l'auteur du manga légendaire Dragon Ball, il va découvrir l'ampleur du phénomène français avec des années de retard. Et t'auras Masami Kurudama, le créateur du manga Les Chevaliers du Zodiac, qui dira publiquement sa surprise face à la réception française. C'est-à-dire que les créateurs japonais ne savaient pas. Ils avaient vendu les droits de leur animé sans imaginer qu'ils étaient en train de construire une culture en Europe. Donc ce qui veut dire que pendant que l'Amérique fermait sa porte, l'Europe l'avait laissée grande ouverte et les Japonais avaient bradé quelque chose qui ne leur appartenait déjà plus vraiment. Et c'est pour ça qu'en termes de mélange et de richesse culturelle, je ne sais pas qui peut tester la France. Voilà. C'est bon, c'est dit, je l'ai posé là. Ok, c'est bon. Maintenant, on va avancer. Parce que la France, en fait, avait 20 ans d'avance. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je réfléchis à ce sujet-là. Et voilà, dans l'écriture, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que la France, on avait quelque chose. Et j'ai commencé, en fait, à réfléchir à tout ce qu'on avait aussi avant, mais qui n'arrive pas à prendre, mais qu'à chaque fois que ça tombe entre les mains des Américains, comme par hasard, ils arrivent à en faire quelque chose. C'est toujours la même histoire. On conclut pas. La finition, on n'est pas là. Oui, le cinéma c'est né en France, mais Hollywood c'est aux États-Unis. La France a inventé le Minitel, il y avait tout un réseau, etc. c'est cool. Parce qu'il faut rappeler que le Minitel, loin avant Apple et l'Apple Store et l'iPhone, c'était Steve Jobs, il s'est inspiré des logiciels du Minitel pour faire son truc. Il s'en est inspiré. Il s'est dépêché d'acheter un Minitel et de regarder comment ça fonctionnait. Parce que Apple aujourd'hui monétise des petits programmes, voilà. Monétise du trafic, ce que faisait le Minitel il y a 20 ou 25 ans. Mais oui, bien sûr. Mais la Silicon Valley, c'est aux États-Unis. Et dans cette disposition-là, on peut dire que oui, l'animé n'appartenait pas à la France, mais la France avait quand même
20 ans d'avance, une base de fans qui était massive. Mais c'est pas la France qui a créé Crunchyroll. Pourquoi? Pour quelle raison? Mais en fait, c'est pas une question de passion. Les fans français de la génération du Club Dorothée étaient aussi obsessionnels, aussi techniques, aussi dévoués que n'importe quel commu animé dans le monde. Que ça soit des fanzines, que ça soit des conventions, que ça soit des sous-titrages artisanaux sur des cassettes VHS copiées dans des caves. Enfin, l'amour était là. Mais ce qui n'était pas là, malheureusement, c'est 3 choses. Le marché anglophone, l'infrastructure tech et la culture du scale-up. Et là, les quinries, on a tout à apprendre d'eux. C'est-à-dire qu'une plateforme basée en France qui distribue du contenu sous-titré en français s'adresse à... Allez, je vais aller au-delà de la francophonie, on est combien? 100 millions, 150 millions de personnes, d'individus qui parlent français? Comparé à une plateforme qui est basée aux États-Unis, qui distribue du contenu en anglais, 2 milliards d'individus potentiels. Donc ce n'est pas la même chose et ce n'est pas le même business. Donc quelque part, il y a un peu ce dilemme de à qui appartient une culture populaire? Est-ce que la culture populaire, ça appartient à ceux qui l'aiment, ça appartient aux passionnés, ou est-ce que ça appartient à ceux qui ont les moyens de la vendre à l'échelle mondiale? La France avait la passion, mais l'Amérique avait l'infrastructure. Et comme un tas de choses, les Français ont aimé l'animé et les Américains l'ont industrialisé. Les States. On arrive à la fin des années 90 et il y a une technologie qui se développe, tout ça s'appelle Internet. Et le fansub quitte les cassettes VHS et devient mondial en 48 heures. Tout devient viral, l'accès devient beaucoup plus rapide et instantané. Et donc une série diffusée au Japon le lundi est sous-titrée par des bénévoles et disponible partout dans le monde le mercredi. Oui, concrètement, la friction disparaît. Puis en 98, on a Toonami. C'est-à-dire que Cartoon Network en fait commence à diffuser Dragon Ball Z dans sa tranche Toonami à partir du 31 août. Et la série avait déjà été diffusée en syndication aux États-Unis depuis 96, mais malheureusement sans grand succès. Et Toonami en fait change tout parce que pour des millions d'enfants américains, c'est un peu le premier contact avec un récit animé. Que ça soit des personnages qui meurent vraiment, des combats qui durent, des dizaines d'épisodes, une mythologie qui se construit sur des années. Et à ce moment-là, les jeunes des années 90 aux États-Unis, mais ils sont choqués parce que rien dans la production animée américaine ne ressemble à ça. Et là, comme un cambrioleur masqué, ça y est, le verrou saute. L'animé a réussi à s'insérer dans la culture américaine. Et en quelques années, t'as Naruto, t'as Bleach, t'as One Piece qui s'ajoute. Et donc le marché américain de l'animé, il existe et il est massif. Mais l'offre légale, faut quand même se remettre dans le contexte, elle est quasiment inexistante aux États-Unis. C'est-à-dire que les fans font ce que les fans font quand le marché légal ne répond pas à la demande. Piratage, téléchargement illégal, massif, et ce piratage organisé construit sans le savoir l'infrastructure commerciale du futur. En France, c'était tellement toléré et accepté que tu pouvais te taper des épisodes de Naruto sur, tiens-toi bien, sur Dailymotion. Quelle belle époque, quelle belle époque. Mais dans cette histoire, les gros studios d'Hollywood y voient ça et voilà, c'était juste une question de temps avant que leurs grosses pattes velues commencent à vouloir s'approprier le truc. Et c'est pas... Les premières tentatives étaient plutôt dégueulasses. Donc Hollywood regarde la tendance et il décide de la racheter à sa façon. Mais ils vont se planter. Et est-ce que tu te souviens de Dragon Ball Evolution en 2009 ? Le budget de 30 millions de dollars. Un scénario qui trahit 20 ans de manga et d'animé pour rendre accessible au public américain moyen. Le film fait 9 millions aux États-Unis, 56 millions de box-office dans le monde. C'est-à-dire même pas de quoi couvrir le budget marketing. C'est un rejet qui est total des fans. Et ce n'est pas un cas isolé parce qu'en 2017, il y a Scarlett Johansson qui joue le rôle dans Ghost in a Shell. Le budget était de 110 millions de dollars et le box-office 170 millions. Commercialement, c'est un échec doublé d'une polémique sur le whitewashing. Et la même année, franchement, en 2017, on ne s'en sortait pas. Netflix sort Death Note en live action. C'est-à-dire que le manga culte Doba et Dobata passé au filtre américain et les fans le détruisent. Et en fait, ce que Hollywood n'a pas compris, c'est que l'animé ne se consomme pas comme un produit. Ça se vit comme une culture et retirer la culture pour garder l'esthétique, c'est vendre un costume vide. Et c'est exactement ici que la domination culturelle américaine rencontre sa limite. C'est-à-dire que pour la première fois, Hollywood ne peut pas absorber ce qu'il menace. Parce que d'habitude,
quand une culture étrangère prend de l'ampleur aux States, si tu veux, l'industrie du divertissement en fait le rachète immédiatement et la revend au monde entier, mais en version américaine, chips Coca. Sauf qu'avec l'animé, ça ne fonctionne pas comme ça parce que le public ne veut pas de la version américaine. Le public, il veut l'original, le pur. Et chaque fois que Hollywood essaie de filtrer l'animé à travers ses propres réflexes, de happy ending obligatoire, de personnages principaux américanisés, de mort des protagonistes évités, et ben en fait le résultat est rejeté par les deux publics. C'est à la fois trop japonais pour l'Amérique mainstream et c'est à la fois trop américanisé pour des fans d'animé. Et pendant ce temps, t'as les pirates de Crunchyroll qui construisent tranquillement ce que Hollywood aurait dû construire. Donc on va vite faire revenir en 2006 quand l'anime explose à l'international et que les studios japonais sont au bord de la faillite. Elles survivent à peine parce que les animateurs sont payés au lance-pierre, des salaires parmi les plus bas de toute l'industrie créative japonaise, souvent en dessous même du seuil de pauvreté. La question c'est pourquoi ? Parce que, si tu veux, le modèle économique japonais repose sur les ventes de DVD, ainsi que le merchandising au Japon. Et malheureusement, l'export international, en fait, ça rapporte peu. Et les droits ont souvent été cédés à des prix bradés, exactement comme Goldorak en 78. Et donc, en fait, le gros paradoxe, c'est que la culture animée se mondialise, mais l'argent, lui, reste bloqué. Donc, en fait, le désert, ce n'est pas l'absence de succès, mais en fait, c'est plutôt le succès, mais sans la monétisation, sans les sous qui vont derrière. T'as des millions de fans qui regardent l'animé illégalement, et les créateurs ne voient rien. Parce que oui, Crunchyroll, ils piratent. Parce que dans ce contexte, en fait, t'as certains studios qui envisagent des poursuites. Mais une partie de l'industrie commence à comprendre. Si des étudiants californiens ont réussi à construire une audience de millions de personnes en distribuant leur contenu gratuitement, alors peut-être que le problème n'est pas le piratage. Peut-être que le problème, c'est l'absence d'alternative légale. Parce qu'en 2009, on a un tournant qui est majeur. Crunchyroll pivote vers le légal. Et le premier accord, le premier deal qu'ils ont, c'est avec qui ? TV Tokyo. Et plus précisément, le manga Naruto Shippuden. Parce que si tu veux, les investisseurs qui entrent au capital en 2008, en fait, ils posent une condition. Ils ne financent pas du piratage. Et Crunchyroll en fait va commencer à contacter les studios japonais, à proposer des deals de distribution numérique, et les studios en fait ils acceptent. Pas par conviction, pas par manque d'alternative, c'est juste en fait qu'ils n'ont pas les moyens de construire leur propre infrastructure de distribution internationale. Crunchyroll, ils avaient déjà les gens, ils avaient déjà l'audience, ils avaient déjà la technologie, ils avaient déjà la communauté. Et le simulcast va tout changer. C'est-à-dire que tu as un épisode qui est diffusé au Japon le lundi et qui ensuite sera disponible légalement aux États-Unis le même soir. La friction à ce moment-là disparaît complètement et quand la friction disparaît, les gens arrêtent de pirater. L'Attaque des Titans en 2013, c'est le premier animé à créer un phénomène mondial simultané. Que ça soit des discussions en temps réel sur Reddit, Twitter, forums internationaux, YouTube, le lendemain de chaque diffusion japonaise, la communauté animée mondiale existe comme une entité cohérente. Et donc ce que Crunchyroll a inventé, ce n'est pas le streaming de l'animé, c'est la synchronisation culturelle mondiale. L'idée qu'une série produite à Tokyo peut créer une conversation globale en moins de 24 heures. Et donc la boucle est bouclée, on arrive en 2021 avec Sony qui rachète Crunchyroll pour 1,17 milliard de dollars. L'animé est une industrie mondiale à plus de 20 milliards de dollars, que ça soit Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Attaque des Titans, One Piece. Ces séries produites à Tokyo définissent la culture pop américaine avec une efficacité que les studios hollywoodiens regardent avec un mélange à la fois d'admiration mais aussi d'incompréhension. Comment est-ce que des productions avec des budgets par épisode inférieurs à une scène de Marvel capturent-elles l'attention de la même audience? La réponse elle est simple, c'est parce que l'animé en fait traite son public comme des adultes. Il ne teste pas ses fins en avant-première, il ne tue pas ses personnages par accident puis les ressuscite pour ne pas les décevoir. Peut-être que quelque part l'animé assume ses choix narratifs avec une radicalité que la production hollywoodienne ne peut pas, ou en tout cas ne peut plus se permettre. Et pour être très honnête, moi-même, je suis à la fois admiratif, peut-être choqué, peut-être surpris, mais aussi fier de voir de mon vivant que l'animé
a quelque part gagné la guerre culturelle américaine en faisant exactement ce que Hollywood avait arrêté de faire, c'est-à-dire prendre des risques narratifs sans s'excuser, mais surtout, culturellement, rester tel qu'il est le plus possible sans avoir été mâchouillé et être passé au filtre américain, là, chips coca. Là. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, Disney, l'entreprise qui avait inspiré Tezuka dans les années 40, aujourd'hui c'est Disney+, la plateforme de streaming qui diffuse de l'animé. Netflix, pareil. Amazon Prime, Paramount+, tous les grands studios américains se battent pour des droits de distribution d'animés japonais. Et là, oui, l'ascendant se renverse et les studios japonais, eux, ils négocient différemment. Parce qu'ils ont compris ce que 30 années de droits bradés leur ont coûté. Parce que les deals qui sont signés maintenant, ils incluent désormais des clauses de contrôle créatif que Hollywood n'accorde pas si facilement. Et donc oui, je suis admiratif du fait que les Japonais prennent l'argent occidental et sans vraiment céder à leur vision. Et que l'enfant qui regardait Bambi 80 fois a fini par conquérir le marché de celui qui l'avait inspiré. Et Hollywood paie maintenant pour accéder à une culture qu'il avait jugée sans intérêt 60 ans plus tôt. C'est cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like, abonne-toi, mets la cloche si c'est pas déjà fait, dis-moi ce que tu en penses, notamment du point de vue franco-français, ce serait vachement intéressant. Et on se dit à très vite. À très bientôt. Ciao.